Que n'a-t-on pas raconté sur moi, sur mes travaux et sur le spiritisme? À son énonciation, beaucoup n'y voient que des tables tournantes, des effets qui font frissonner ou rire. Vous imaginez les fantômes au teint blafard et les maisons hantées, un attrape-nigo. J'ai été comme vous, incrédule. Et puis j'ai creusé, j'ai enquêté, j'ai questionné. Et derrière, j'y ai trouvé bien plus grand, bien plus respectueux, bien plus lumineux. J'y ai découvert une science et une philosophie. De mon vivant, je n'ai jamais couru les honneurs, mais force est de constater qu'un retour sur ma vie pourra vous éclairer sur ce qu'est réellement le spiritisme. Car pour le comprendre, il faut retourner à la source. Je vous invite à remonter le fil de cette vie que j'ai commencé sous le nom de Léon Rivail et qui s'est fini sous celui plus connu d'Allan Kardec. Pour vous éclairer, ont été conviés Guillaume Lazzara, administrateur de l'Union Spirit française et francophone et président du Centre d'études Spirit Allan Kardec. Il pouvait admettre l'idée de la table qui bouge, mais par contre, le fait qu'une table intelligente bouge et fasse des messages intelligents, ça, c'était inconcevable pour lui, parce que s'il y a de l'intelligence, alors il faudrait qu'on lui prouve qu'une table est intelligente. Jacques Pécat, président du Cercle Spirit Allan Kardec. Il disait lui-même que ce n'est pas lui qui avait fait le travail, qu'il s'était simplement servi des réponses des esprits. Viviane Perret, auteure et historienne. Il est faux de se dire spirit simplement parce qu'on a fait une expérience de communication avec les défunts. C'est toute une doctrine qui est derrière, toute une croyance, tout un système de pensée philosophique. Et Philippe Gilbert, anthropologue des religions. On l'a notamment accusé d'être en fait un pilleur d'ouvrages. Il me reste à introduire ma 5e invitée, Bernadette Klein, car un film sur ma vie et sur mes recherches ne peut pas se passer de la présence d'une médium. Saura-t-elle capter mes messages venus de l'autre côté, sur la base de ma photo d'abord cachetée et ensuite dévoilée? Quelques jours avant sa mort, il a déjà eu des prémices. À travers elle, pourrais-je vous amener de nouveaux éclairages, vous faire partager ce que j'ai appris depuis que je suis passé de l'autre côté? Mais avant toute chose, qu'est-ce que le spiritisme? Le spiritisme est une science et une philosophie qui avait été initiée par Allan Kardec entre 1855 et 1869, où il avait démontré la possibilité de communiquer avec les esprits des décédés, mettant en évidence la survie de l'esprit après la mort. C'est une science qui traite de l'âme, d'où elle vient, où elle va, et comment le monde matériel et le monde spirituel interagissent. Et aussi le principe de réincarnation qui est largement développé dans le Livre des Esprits, son ouvrage fondamental qui situait les différences d'évolution entre tel ou tel esprit, à savoir que plus un esprit a un grand nombre de vies, plus il a d'expérience, plus il est évolué. Quant à moi, je me plais à dire que le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. On l'entend, cette personne, vraiment, quand elle parle, elle est présente de par sa prestance, sa voix. Elle émane. Il y a comme une aura autour d'elle. Soit c'est quelqu'un qui vraiment transmet, qui a des choses à dire au monde ou devant un public, mais ça peut aussi être quelqu'un de philosophique ou spirituel. En tout cas, moi, ce qui me vient grandement, c'est la transmission. Les enseignements, la transmission. Je n'ai découvert les tables tournantes qu'à l'aube de mes 50 ans. Pourtant, il vous faut connaître ma vie avant pour appréhender ce qui allait bouleverser ma destinée et provoquer ma rencontre avec le monde des esprits. Je suis né le 3 octobre 1804, sous le nom de Denisard Hippolyte Léon Rivail.
Il est né en 1804, donc le général Bonaparte est devenu Napoléon Ier. On est dans un changement de régime absolument incroyable, puisqu'on est passé de la Révolution directoire et à nouveau, on est dans le Premier Empire avec un empereur à sa tête. Il naît dans un quartier bourgeois, dans ce qu'on appelle la presqu'île de Lyon, dans une famille de magistrats. Pour moi, son enfance, elle a été quand même assez rude. Moi, j'entends le mot solitaire. Je pourrais le voir dans sa chambre, plutôt à l'écart des autres personnes. Je pense que des ressentis, elle en a eu très tôt. Déjà, en tant qu'enfant, je pense qu'il ne s'est pas adapté. Il est parti faire ses études vers 1814-1815 à Yverdon, en Suisse, dans une école extrêmement célèbre qui est tenue par Johann Heinrich Pestalozzi, qui est à cette époque le pédagogue reconnu mondialement. Alors, on est dans le contexte 1814-1815 des guerres napoléoniennes. Or, il se trouve qu'à Yverdon, il y a un manque d'élèves parce que les Autrichiens ne viennent plus. Et en conséquence, il y a la possibilité d'accueillir plus d'élèves francophones. Alors oui, c'est une région protestante, mais Pestalozzi accueillait des enfants catholiques, juifs et protestants. Justement, son but était de pouvoir ouvrir l'éducation aux classes ouvrières et mélanger les enfants. Donc, lorsqu'il arrive dans cet établissement scolaire, il va y avoir un véritable choc pour Allan Kardec. Il va trouver sa vocation, c'est-à-dire elle va se dessiner très jeune, sa vocation de pédagogue. À 20 ans, tout m'y prédestine en tout cas. C'est à cet âge que j'écris mon premier livre, Cours pratiques et théoriques, l'arithmétique d'après la méthode de Pestalozzi. Vous voyez, j'allais dans la même direction que mon maître à penser. Et pourtant, l'hypnose, le magnétisme et le phénomène de somnambulisme me passionnaient. Je prenais sur mon temps libre pour mener mes propres études. Qu'on ne se trompe pas sur le magnétisme, il ne s'agit pas du magnétisme physique et l'électroaimant, il s'agit du magnétisme animal, c'est-à-dire une théorie et une pratique inventée par Mesmer au XVIIIe siècle qui va se développer tout au long du XIXe siècle pour prendre des formes thérapeutiques. On guérit par le fluide et par les trans, mais aussi éminemment spirituelles, c'est-à-dire que des magnétiseurs vont plonger en état de transe magnétique des somnambules qui, dans cet état, vont pouvoir s'extraire de leur corps et atteindre un monde invisible. Et ces somnambules, en état de transe magnétique, vont pouvoir communiquer avec des défunts. Il est tout à fait normal que Hippolyte Rivail, qui est complètement de son temps, au contraire qui va même en avant en tant que pédagogue pour inventer de nouvelles méthodes d'enseignement, soit tout à fait dans ce courant-là. Après quelques années, me voici devenu un pédagogue reconnu, multipliant les livres proposés aux députés, gouvernements et universités, avec comme objectif la réforme de l'enseignement français. Il me semble important de vous citer quelques mots que j'ai écrits à cette époque, dans mon livre Mémoires. J'y ai établi la hiérarchie des aristocraties qui se sont succédées dans l'histoire humaine. Premièrement, de force. Deuxièmement, de droit. Troisièmement, de fortune. Et enfin, celle de l'intelligence. D'intelligence, la femme que je m'apprêtais à rencontrer n'en manquait pas. Hippolyte Rivail, encore à cette époque, on est en 1832, se marie avec Amélie Boudet, elle aussi institutrice. C'est marrant parce que je ne sens pas, en fait, Amélie à ses côtés. Alors je la sens présente, mais j'ai l'impression, c'est comme si le couple n'était plus. Ce manque d'enfants ou de joie dans leur maison les a séparés. Et en même temps, j'ai plus l'impression que Kardec, c'était compliqué les femmes. J'ai l'impression qu'il a manqué d'amour et qu'il était à la recherche de l'amour d'une mère. On me présente une rose, donc la rose pour moi c'est signification de manque d'amour. Il ne lui a pas attribué la bonne place.